Je viens d'arriver ici dans le Bas-Saint-Laurent au Parc national du Bic où je vais parcourir le sentier Les Murailles qui est un classique de l'endroit qui va nous donner un point de vue privilégié sur le fleuve. Êtes-vous prêts? Mon nom est Alexis, passionné de rando. Ma mission, vous faire découvrir les plus beaux sentiers de rando au Québec. Le Bas-Saint-Laurent nous invite à prendre le temps. Le long du fleuve, plusieurs activités de plein air sont offertes aux amoureux de nature, tant par des expériences à sensations fortes que dans des parcs où la contemplation des oiseaux et mammifères marins sont à l'honneur. Excursions en bateau, camping sur des îles, kayak de mer ou de rivière, tout est là pour s'évader et s'émerveiller devant un des plus beaux couchers de soleil au monde. Je m'en viens rejoindre Christophe Perriot, qui est guide naturaliste ici à la CEPAC depuis plus de 20 ans. Il va avec moi parcourir le sentier du Pic Champlain et les Murailles, nous faire découvrir sa faune, sa flore, autant terrestre que marine, parce qu'ici, on s'y baigne carrément. Je m'en vais le rejoindre tout de suite. Salut Alexis, comment ça va? Très, très bien et très heureux d'être là. Bon, alors bienvenue au Parc national du Bic. Merci. Première fois que tu viens ici? Pas au Bic, mais assurément pour le sentier ici, Belvédère, Pic Champlain, oui, et les Murailles. Alors, j'ai bien hâte de découvrir ça. On m'a dit que tu connaissais parfaitement l'endroit, le sentier, faune, flore. Alors, je pense qu'on va en apprendre beaucoup avec toi. Oui, bien écoute, j'espère. Écoute, c'est 1 heure à peu près pour monter là-haut. Là, on va être pas mal dans la forêt. Mais après, tu vas voir la cerise sur le Sunday, comme on dit. Tu vas être en haut du Belvédère. On va pouvoir voir les falaises et le fleuve. Génial, bien hâte de voir ça. Et quant à vous à la maison, je vous donne les détails de notre défi d'aujourd'hui. Sentier Les Murailles et son Pic Champlain, c'est une longueur de 12 km pour les Murailles et de 6 km pour atteindre le Pic Champlain. C'est d'une durée de 4h30 pour le Sentier Les Murailles et de 2 heures pour le Pic Champlain. Une altitude de 346 mètres et de 320 mètres. C'est un niveau intermédiaire et le sentier est linéaire. Christophe, ici, on dit que les plus beaux couchers de soleil au monde. Il y a évidemment l'odeur marine qui vient du fleuve, beaucoup de formes de flore particulières. C'est ça qui t'a donné le goût de devenir guide ou en tout cas de travailler ici au Bic? Ouais, je te dirais que oui. Le fleuve, l'étendue, l'espace, la faune qui vient avec, et puis les gens aussi. Hein. Le rythme de vie par rapport au grand centre urbain est vraiment différent. C'est l'aventure à la maison aussi. C'est l'aventure à la maison. C'est l'aventure à la maison, oui. Christophe, on est dans quel type de forêt ici précisément? Écoute, ici, on est dans une forêt mixte. Et ici, tu es à l'abri des vents. Donc, c'est comme un microclimat, je te dirais. Il fait beaucoup plus chaud, le sol est beaucoup plus riche. Donc, tu as vraiment une variété d'arbres. Si on regarde autour de nous, tu as du cèdre, tu as du peuplier faux-tremble, du sapin baumier, du bouleau. Alors, tu as toutes sortes d'arbres. Érable à sucre aussi? Oui, tu as un érable à sucre juste derrière moi, tu as une érablière un peu plus haut. Fait que c'est vraiment une forêt mixte. Plus tu vas aller en bordure de côte, comme tu disais tout à l'heure, plus les vents sont durs l'hiver. Tu as l'embrun salé. C'est des conditions de vie pas mal dures pour les arbres. Et à ce moment-là, tu vas avoir très peu d'essences diverses qui vont s'implanter. Entre autres, essentiellement que de l'épinette blanche ou noire qui s'implante là, de forme toute petite. Là. Petite ouverture ici sur le début de la baie des AA, créée par éventuellement la fonte
des glaciers parce qu'il y a eu une période glaciaire ici. Parle-nous un petit peu de ce qu'on peut retrouver sur le terrain, entre autres des stries glaciaires sur les roches. Oui, tout à fait, Alexis. Tout à l'heure, on l'a vu ensemble, on a trouvé des stries glaciaires. Donc, c'est vraiment le passage, il faut imaginer 2 km de glace, des fois un peu moins, avec des grosses roches coincées sous le glacier qui vient raboter la surface du continent. Donc, ici, tout à l'heure, on a vu effectivement des griffures sur la roche faites par la glace. Voilà. Et là, une fois que la glace s'est retirée, bien, la vie reprend, puis éventuellement, les humains reprennent le territoire. Et là, tu as un artefact avec toi, oui, tout à fait. le genre de truc qu'on a trouvé ici. Tout à fait. En fait, c'est une réplique faite par un archéologue de métier. C'est le genre d'artefact qu'on a retrouvé quand le parc a été créé en 1984. Il y a eu des campagnes de fouilles, et ils ont retrouvé donc des pointes de flèches, des couteaux, comme ça, faits en tchert. Ça ressemble à du silex, ça a été façonné, et ça a daté, les plus vieux datent de 8000 ans. Donc il y avait déjà une présence humaine dès que la glace se retire. C'est ça qui est un peu fascinant, sauf que tu n'avais pas de forêt comme c'est aujourd'hui, tu n'avais que de la roche, un peu de lichen et surtout des animaux comme du caribou des bois avec laquelle ils pouvaient subvenir à leurs besoins, de la pêche, du phoque, des coquillages à manger. C'est toujours fascinant de se rappeler ce que nos ancêtres et les premiers habitants ont pu faire. Jusqu'à maintenant, le sentier reflète vraiment sa cotation, c'est-à-dire une légère inclinaison, beaucoup de racines quand même, quelques roches à l'occasion, mais avec des bâtons, ça se fait très, très bien. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à grimper jusqu'au pic du Belvédère Champlain. Petit déjeuner d'avant-rando. Dans bien des cas, notre départ pour la randonnée se fait en début de journée. C'est pourquoi on me questionne souvent sur les meilleurs aliments à manger pour le déjeuner. Limitez les aliments gras comme les viandes froides, les charcuteries, le bacon et la saucisse par exemple, ou même le beurre d'arachide qui cause problème à plusieurs personnes. On favorise les glucides lents, donc l'amidon. On pense entre autres à l'avoine, aux céréales entières, au pain, aux bagels ou même aux crêpes. Ensuite, des glucides simples, finalement, des sources de sucre, par exemple les fruits séchés, le yogourt aromatisé, le miel ou le sirop d'érable. Finalement, on combine avec une source de protéines intéressantes comme le yogourt grec, le fromage, la boisson de soya, les œufs, le tofu ou même le végépaté. Je vous présente mon top 5 des petits déjeuners avant rando. Donc, j'aime particulièrement le griot overnight, qui est un déjeuner qu'on peut préparer la veille. Ça se trouve être une préparation qui mélange les flocons d'avoine avec une boisson, soit une boisson de soya, un lait ou un yogourt, des fruits et des noix et graines. Dans ce deuxième temps, vous pouvez opter sur un bol qui combine des petits fruits, du yogourt grec et du granola. Si vous vous sentez inspiré, vous pouvez même faire votre granola maison. Mon troisième exemple est une combinaison de muffins avec fromage cottage. Les muffins sont parfaits pour un petit déjeuner rapide. Misez par exemple sur un muffin maison puisque ceux du commerce sont davantage composés comme des gâteaux, donc très riches en sucre et en gras. Une petite recette très facile également sont les crêpes aux bananes. Donc, vous n'avez besoin que de 3 ingrédients, l'avoine, les bananes et les œufs. On mélange le tout, on chauffe à la poêle et c'est prêt. Mon cinquième et dernier exemple se trouve dans le smoothie. Les smoothies sont très populaires et conviennent très bien avant la randonnée. Assurez-vous par exemple d'avoir une source intéressante de protéines, donc un yogourt grec ou une boisson de soya ou un lait par exemple. Le tofu soyeux peut également donner une texture très intéressante au smoothie. Finalement, quoi penser du café, le breuvage favori des Québécois? Si vous avez l'habitude de consommer un café le matin, inutile de changer vos habitudes. Certains s'inquiètent de l'effet diurétique du café, mais il faut savoir que cet effet est minime et qu'il est compensé par l'activité physique. Finalement, il y a même des bienfaits à la consommation de caféine, donc une augmentation de la vitalité et une diminution de la perception de l'effort. Pour obtenir des conseils personnalisés, n'hésitez pas à consulter une nutritionniste. Aujourd'hui, on porte attention au plan d'eau. Lorsque vous vous lavez ou que vous disposez de vos déchets humains, prenez garde de ne pas polluer l'environnement et les plans d'eau pour ne pas nuire à la faune et à la flore marine. Dans la plupart des cas, vous pouvez vous baigner dans les lacs et les cours d'eau, mais dans les territoires arides, ne vous baignez pas dans les trous d'eau. Vous pourriez les polluer, ce qui empêcherait les animaux de s'y désaltérer.
Prenez donc vos distances des cours d'eau pour vos campements et autres activités sédentaires de plein air. Les couloirs fluviaux, par exemple, sont d'étroites bandes de terre et d'eau comportant peu d'espace de dispersement des activités humaines. Les campements sont souvent désignés. En règle générale, mieux vaut camper sur un site identifié près des plages ou sur un banc de sable, voire même un site sans végétation. Pensez sans trace. Il existe plusieurs techniques de lançage pour les bottes de rando et l'idée, c'est d'obtenir toujours le meilleur rendement. Il y a 3 principaux avantages. De 1, le lacet ne se défera pas. 2, ça va maintenir le pied en place. Et de 3, ça va éviter les frottements qui causent les ampoules. Je vous propose 2 techniques aujourd'hui. La première va libérer votre cheville lors de la montée et la seconde, à l'inverse, va sécuriser votre cheville lors de la descente. Premièrement, on place toujours notre talon au fond. Ce qu'on veut, c'est conserver une bonne flexion. On débute par bien serrer l'avant de la botte. Et pour les 2 techniques, là, ça va être la même procédure jusqu'à temps qu'on arrive à la tige de la botte. Les bottes proposent parfois des œillets à billes qui permettent de serrer d'un coup en répartissant la tension de haut en bas jusqu'aux orteils. On enfile ensuite les œillets de façon intuitive par le bas ou de façon traditionnelle. Ensuite, pour éviter de perdre la tension, on va faire 2 tours de friction avant de passer à la portion de la tige. Pour ajouter de la tension, contrairement au précédent, on va enfiler les œillets par le haut. On va ensuite terminer avec la méthode standard sur les 2 derniers œillets et enfin finaliser notre boucle. Petite technique maintenant pour éviter que le lacet ne se détache. La solution pour contrer ça, on va venir avec chacune des boucles faire un nœud en 8. Sans en être un, ça ressemble pas mal à ce qu'on utilise en escalade. Ça en fait un nœud simple sur lui-même. Chaque fois qu'il y aura de la tension, le nœud va se resserrer sur lui-même. Et voilà, j'espère que ça vous sera très utile. Top rando! Christophe, on a toujours l'estuaire du Saint-Laurent en vue lorsqu'on fait le sentier ici. Plusieurs petites îles et presqu'îles, dont l'île du Bic, qui, depuis très longtemps, marque l'esprit des navigateurs. Ah oui, tout à fait. Écoute, Alexis, l'endroit que tu as là devant toi, en fait, on est en dehors des eaux du parc. Aujourd'hui, c'est une île privée, mais elle a vraiment une histoire, cette île du Bic. Tu vois, j'ai ramené avec moi une carte. Elle date de 1759. C'est à l'époque où James Cook, avec l'amiral Sanders et l'amiral Wolfe, sont en direction de Québec pour prendre la ville de Québec et pourquoi pas la Nouvelle-France. Donc, ils vont s'arrêter là et ils vont, rassembler leur flotte de navires. On parle de 13 000 hommes. Ils étaient partis de Halifax et ils vont donc se rassembler au pied des falaises pour être sûr que tous les bateaux soient là avant de se diriger vers Québec. Donc, ils ont mouillé ici, là, au pied des falaises, entre l'île du Bic et la rive. Tout à fait, tout à fait. Tu vois, sur la carte, on voit, ça c'est l'île du Bic, ça c'est la rivière du Bic, et là c'est le Cap Alorignal. Le Cap Alorignal, il est juste là. Fait qu'ils ont mouillé là, effectivement, la flotte s'est rassemblée, et ça a été grâce à James Cook, qui avait des talents de cartographe. Il a dressé une carte très très précise de l'estuaire maritime où on se trouve jusqu'à Québec, grâce entre autres à des pilotes français qui avaient été capturés à l'époque. Et ensuite, il a communiqué ça à ses supérieurs et toute la flotte de bateaux a pu partir d'ici jusqu'à Québec sans perdre un seul bateau. Tu vois? Et là, tu tiens entre tes mains du duvet de canard parce qu'il y a une grosse communauté oui. de cet oiseau-là ici. Oui, tout à fait. En fait, d'ici, on voit un peu l'île Biquette qui est derrière l'île du Bic. Petite, 500 mètres de long. Il y a un phare qui a été monté là dans les années 1840. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de naufrages. Et finalement, tu avais aussi des canards qui s'étaient implantés là. Alors au début, ils ne s'en occupaient pas trop, mais avec le temps, ils se sont rendus compte que la plume était très chaude et ils ont commencé à récolter la plume. Et c'est vraiment les gardiens de phare qui, d'année en année, ont récolté la plume et ont protégé les canards. Et finalement, ça a perduré dans le temps et aujourd'hui, tu as près de 5000 couples qui nichent à l'île Biquette et on la récolte. Ouais, ouais. Et avec ça, on en fait de bons sacs de couchage aussi.
Ici, au Bas-Saint-Laurent, particulièrement dans la région du Bic, c'est le temps de prendre le temps. Il y a le moyen de faire plusieurs sports de plein air. Évidemment, les sports aquatiques avec le kayak où on peut se promener à travers les baies, observer les oiseaux, la végétation. C'est tout à fait magnifique, surtout au coucher de soleil en fin de journée. C'est probablement le temps idéal. Et il y a même des endroits où on peut faire de la location et apprendre quelques techniques pour le pratiquer. Ajoutez à cela la pêche, le vélo de montagne, mais aussi le fat bike que vous pouvez pratiquer sur la grève au bord de l'eau. Je me trouve à la base des falaises à Kamouraska. C'est l'amphithéâtre. On dit que c'est les plus belles parois de grimpe au Québec. Ce qu'on a surtout en surprise, c'est la vue sur le fleuve. Et moi, c'est ce que je veux en récompense. Allez, on y va. Pour découvrir les dernières nouveautés plein air, trouver des conseils ou en savoir plus sur les destinations proposées par Alexis, rendez-vous sur espace.ca. Capsule équipement, on retrouve notre ami Alexandre dans l'atelier Racultra. Il nous parle aujourd'hui de support de toit pour kayak. Oui, aujourd'hui, donc, pour transporter votre kayak, à la base, ça vous prend les barres transversales sur le véhicule. Une fois que vous avez les barres transversales, là, on va installer le porte-kayak en tant que tel. On a les systèmes en J, donc système qui va transporter le kayak légèrement en angle sur le toit. Généralement, on va utiliser ces systèmes-là pour les kayaks en plastique. Ensuite, on a les systèmes qui vont être à plat. C'est que le kayak, à ce moment-là, il est transporté comme dans sa position normale dans l'eau. Donc, c'est dans la position dans laquelle il est le plus solide. Il y a un point qui fait souvent défaut, c'est d'attacher l'embarcation en avant et en arrière, comme c'est recommandé. C'est important de l'attacher au niveau des barres de toit et de l'attacher aussi à l'avant et à l'arrière. Et les attaches avant-arrière sont très importantes. La majorité des gens ne les utilisent pas et pourtant, ce sont probablement les plus importantes à utiliser. Ils sont là pour empêcher les kayaks de glisser vers l'arrière ou vers l'avant en cas d'accident ou en cas de coup de vent, par exemple, ainsi que donner une stabilité latérale. Alexandre, j'ai déjà vu d'autres types de supports qui permettent de descendre l'embarcation plus basse pour aider au chargement, déchargement. Oui, effectivement, c'est un système qui est fait qui va descendre aux côtés du véhicule, donc qui arrive à peu près à la hauteur de la taille, ce qui facilite énormément le positionnement du kayak dans le rack. Donc, quelqu'un qui a des problèmes d'épaule, par exemple, tout ça, ça lui permet de transporter son kayak sur le toit sans problème. Alexandre, la grande question, en termes de prix, on peut parler de... Chez Racultra, les prix vont varier de 130 $ et on peut aller aux alentours de 900 $. Au Parc national du Bic, il y a une offre variée d'hébergement, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sauvage et qu'on a une vue extraordinaire à peu près partout où on va loger dans le parc. Mais en dehors, il y a de beaux petits bijoux, des endroits comme celui-ci, des auberges pittoresques, charmantes tout au long du fleuve. Ajoutez à cela, évidemment, chalets, motels, tout ce que vous pouvez imaginer et surtout ce que vous souhaitez. Christophe, ici, une faune marine omniprésente, entre autres le phoque. Il y a plusieurs amateurs de plein air qui viennent l'observer en kayak, mais aussi de la rive. Il y a plusieurs espèces quand même de phoques. Oui, je te dirais qu'il y en a deux. Principalement le phoque gris et le phoque commun. On a de moins en moins de phoques gris avec les années. Le phoque commun, c'est vraiment l'emblème du parc. Hein. Tu vois, je l'ai ici en photo. Bon, c'est un animal pas très gros, hein, 80-90 kilos pour les mâles.
1,40 m à peu près, bref. Mais on l'appelle le phoque commun, mais c'est le moins commun des 6 espèces. Oui, c'est ça, il n'est pas si commun que ça. Non, pas du tout. Il a sûrement été à une certaine époque, mais là, tu vois, il n'y a plus de chasse d'autorisée du tout avec le phoque commun depuis les années 80. Donc les protégés maintenant se fait. Oui, il est protégé. Ils sont tous protégés, mais si tu veux, le phoque du Groenland qu'on trouve plus à Terre-Neuve, île de la Madeleine, mais lui, il y a une grosse chasse parce qu'on parle de près de 5 millions d'individus. Donc si on parle de combien d'individus On parle peut-être de 250 individus dans notre parc aux environs. Donc c'est assurément quelque chose à venir observer ici au Parc du Bic. Oh, wow! C'est cool, hein? Une rando. Ouais. Ah, c'est fantastique la vue. Écoute, c'est vraiment ce que je t'avais dit, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est vraiment génial, vraiment. Là, c'est le plus beau point de vue ici au Bic. Je pense que c'est la cerise sur le Sunday, hein? Christophe, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce sentier du Pic Champlain et un bout du sentier des Murailles. Vraiment, c'est extraordinaire la vue qu'on retrouve ici, Oui, encore une fois. Je t'avais pas menti. Non, c'est tout à fait vrai. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tu prendras pas ta retraite de sitôt, là? Non, pas tout de suite. Une belle saison déjà. On commence à accueillir beaucoup de visiteurs. Écoute, je pense que la saison cette année, malgré le Covid, va être très achalandée. On va voir beaucoup de monde. Alors, une belle saison, puis de continuer longtemps dans mon métier parce que j'aime beaucoup ça. Bien, merci encore une fois. Puis tant qu'à moi, écoute, on m'a parlé d'une microbrasserie sur le chemin du retour. Ça, c'est pas dans le parc. Hein? Non, mais je pense que je vais m'y arrêter quand même. Je suis un friand de bière locale. Oui. Alors, c'est là que je m'en vais, assurément. Bon, alors, bonne draft. Merci encore. On va redescendre maintenant. Merci. Wow, génial. Plateau de dégustation. Merci. Santé. Belle couleur. Ça a l'air rafraîchissant. C'est vraiment l'endroit idéal ici devant le fleuve à Kamouraska pour s'arrêter en revenant d'une belle rando au Bic. Après le sommet, le collet. Regardez la vue!